L'objectif étant de se centrer sur la famille, sachant que hier, nous nous sommes largement centrés sur le couple et que ce matin, j'ai envie de dire, avec François Julien et je trouve aussi avec Nicole, je trouve qu'on est resté aussi sur le couple tout en commençant à amorcer la famille. D'accord ? Alors voilà, l'objectif c'est de pouvoir se centrer là-dessus en prenant certains points bien précis que les différentes personnes de cette table ronde ont envie de nous dire. Alors, si on va peut-être commencer par Françoise. Donc Françoise Rougeol est psychiatre, elle a été longtemps enseignante en université et elle a écrit plusieurs livres, dont un livre sur l'adolescence. Et elle a vu des générations, elle a formé, elle a enseigné à des générations de thérapeutes, de psychologues et de thérapeutes familiaux. Ça fait beaucoup tout ça. Hein. Bon. Alors, inutile de dire que j'ai été un peu prise au dépourvu hier et que donc j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, mais je me suis souvenue d'une petite histoire quand même. Hein. Alors, ça remonte quand même dans ma mémoire à quelques années, je pense à peu près une dizaine d'années. Et si j'ai envie de parler de ce cas, c'est parce que c'est à la fois une histoire de famille et une histoire d'adolescent. Alors, c'est une famille qui m'a été envoyée à la PRTF, parce que j'ai fait partie de la PRTF aussi avant le SECOF. Hein. Et elle m'était arrivée parce que l'adolescent de 17 ans avait fait une tentative de suicide. Suffisamment grave pour qu'il soit hospitalisé 8 jours. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on hospitalisait plus facilement que maintenant. À la suite de quoi, je ne sais plus qui était le thérapeute soignant, le psychiatre soignant, il leur avait conseillé de faire une thérapie familiale et donc il débarque. Et c'est moi qui suis censée prendre la famille. Bon. Alors, quand j'arrive, je ne savais rien sur eux, hein, pratiquement, sauf qu'il avait fait une TS et que le psychiatre était inquiet et que c'était une famille difficile. Quand je débarque et que je les regarde derrière la glace sans teint, je me suis dit, ça ne va pas être simple. Hein, parce que qu'est-ce que je vois ? 2 adolescents, un de 13, hein, un de 15, le père, ils se ressemblent tous les 3, hein, ils sont un peu frustres. L'adolescent en question, David, hein, qui est beau comme un dieu, et sa mère. Donc il y avait presque 2 sous-familles, les distingués intellectuels, si j'ose dire, et puis les frustes, quoi. Alors en plus, il y avait un silence épais. C'est-à-dire que la mère regardait vers le fils, et les 4 autres, que ce soit David, le héros de l'histoire, hein, et le père ou les 2 autres garçons, regardaient leurs pieds. Bon, je me suis dit, ça va pas être simple. Et puis je commence le système des questions-réponses. Enfin, disons que je demande d'abord à David s'il a quelque chose à dire. Il ne me regarde pas, il continue à regarder ses pieds. Je me dis, bon, il faut que je trouve un moyen pour essayer d'entrer dans cette famille, parce que pour l'instant, je suis visiblement dehors. Alors, en plus, c'était quand même le psychiatre de l'hôpital qui leur avait conseillé de venir. Hein. Je pense qu'ils étaient moyennement volontaires. Je crois qu'ils sont venus parce qu'ils ont eu très peur. Hein. Je crois que c'est ça qui les a fait venir. Mais alors, quand tu as essayé d'explorer leur demande, je ne me suis surtout pas, essayé à ça. Hein. Alors, vous savez, dans ce qu'on appelle le joining, la manière de se lier à la famille, moi, ce que j'utilise assez souvent, c'est d'essayer de trouver un point commun avec eux. Là, je me dis, point commun avec eux, j'en ai pas BZF. Hein. Le seul que je trouve, je me suis dit que je suis mère moi aussi, et j'ai aussi 3 enfants. C'était le seul point que j'avais en commun avec eux. Et je me lance, hein. Je regarde la mère, et je lui dis, Madame, je ne comprends pas comment vous êtes aussi compatissante et aussi compréhensive par rapport à votre fils David. Hein. C'est du coup, il y a un petit silence là. Puis j'ajoute, j'ai dit, moi aussi j'ai 3 enfants. Alors là, je parle, vous savez, ce qu'on appelle le langage maternel. Hein.
toutes les mères, surtout dans les milieux un peu populaires, disent « il m'a fait une scarlatine, hein, il m'a fait un 0 en maths ». Donc je parle comme ça. J'ai dit, moi aussi j'ai 3 enfants, et Dieu sait qu'ils m'en ont fait voir, mais un d'entre eux m'aurait fait ce que David vous a fait, je me demande ce que je leur ai fait. Peut-être même que je l'aurais achevé, histoire que ça ne recommence pas. Je ne suis pas sûre de ça. Hein. Alors là, il y a un grand silence, il se réveille un peu, et je continue en disant, qu'est-ce qui vous permet de supporter cette trahison ? Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bon. Toujours est-il que David se lève, alors là, furieux, enfin, en disant, le traître, hein, c'est pas moi, c'est elle. Ah. Je dis, expliquez-moi ça un petit peu, comment vous voyez les choses. J'ai dit, moi, pour l'instant, je ne comprends rien. Hein. Et il commence à parler un peu, en fait, je commence à découvrir l'histoire de la famille parce que c'est essentiellement lui et sa mère qui vont parler. De temps en temps, le père dira quelque chose, mais les 2 plus jeunes frères vont être de plus en plus intéressés. Ils ne diront pas un mot, mais ils se rapprocheront de leur mère et de leur frère. Hein. Et alors, ce que j'apprends, c'est que c'est 2 familles d'émigrés. La famille de madame, c'est une famille juive émigrée, qui a émigré, je crois que c'était une famille du Moyen-Orient, qui a émigré pour des raisons politiques, parce que leur vie était en danger. Ils sont venus vivre dans la région parisienne, et les enfants sont nés dans la région parisienne. Mais c'est une famille juive très traditionnelle. Hein. Et la famille du mari, qui s'appelle Marco, c'est une famille d'émigrés italiens, mais c'est des agriculteurs et des maçons. Hein. C'est-à-dire, autant les uns sont d'une certaine manière cultivés, intelligents et fins, autant les autres, ils sont un peu bruts de décoffrage, si je peux me permettre ça. Et il y a eu une violente passion entre monsieur et madame, entre Esther, elle s'appelle Esther, tiens, c'est une reine elle aussi, hein, et Marco, une passion telle qu'ils se sont mariés malgré l'opposition catégorique de la famille de madame, qui n'est pas venue au mariage, hein, et avec lequel madame n'a plus eu de relation depuis 20 ans, même au moment de la naissance des enfants. La rupture a été totale. Bon, alors entre-temps, tout ça, bon, j'apprends ceci et cela. Et puis, ça marchait tant bien que mal, avec le couple mère-fils, David et Esther d'un côté, hein, et puis le couple du père avec les 2 autres garçons qui lui ressemblaient pas mal, parce qu'ils étaient aussi beaucoup moins distingués que ce fils qui était d'ailleurs beau, intelligent, sensible, tout. C'était son premier garçon, et comme par hasard, elle l'a appelé David. Alors, toujours est-il que ça marchait tant bien que mal, jusqu'à ce que David, à 17 ans, arrive en première, hein, et tombe amoureux d'une jeune fille, bien sûr, vous devinez, d'une famille juive traditionnelle. Alors, les jeunes gens se plaisent, ils se fréquentent, et un jour, la jeune fille emmène David dans sa famille, qui le reçoit extrêmement froidement. Parce que la famille découvre que David n'est pas circoncis. Ah oui, j'avais oublié de dire ça. À savoir qu'ils n'ont... Ah, oui, non, ils n'ont été ni baptisés catholiques, ni, comment dire, ni circoncis juifs. Ils sont restés dans une sorte de non prise en charge de ce genre de choses. Découvre que David n'est pas circoncis et que sa mère est une renégate, puisqu'elle a quitté toute sa famille pour épouser ce goy. Hein. Bon. Alors, David est très mal, hein, parce que d'une part, il est pris dans un conflit de loyauté, parce que j'ai commencé à travailler avec cette famille selon les concepts d'Ivan Bozorminaghi que je commençais à connaître, et que je trouvais très intéressant, parce que, je ne rentrerai pas dans toute la théorie, mais mettons que cet auteur considère que le ressort des relations humaines, c'est les rapports de justice et d'injustice. Et que ce qu'il y a d'intéressant dans les rapports de justice et d'injustice, c'est que si vous essayez de faire parler aux gens de leur souffrance, ils ne parlent pas toujours, hein, surtout les hommes. Hein. Mais si vous leur demandez de parler des injustices qu'ils ont subies, là, ils ne s'arrêtent plus. Essayez de voir, faites l'expérience, si on demande aux gens de quelles injustices avez-vous souffert, ils sont intarissables. Hein. Donc je me suis dit, ça serait pas mal que j'essaye ça avec eux. Et donc... on a commencé à faire un certain nombre de séances selon le setting que je dirais très rapidement, hein, à savoir que là, il y avait 5 membres. Chacun a un temps de parole qui est délimité, qui est d'environ un quart d'heure, 20 minutes, dans lequel il doit parler des injustices qu'il a subies
Et les autres ne doivent pas l'interrompre, ils l'écoutent. Et on passe de l'un à l'autre. Hein. Si on n'a pas fini dans une séance, on continue à la séance suivante. Et après, on commence à faire des commentaires, à faire circuler cette notion d'injustice. Je donne quelques exemples de types de questions qu'on a pu poser au fur et à mesure. Par exemple, j'ai pu demander à madame de quelle injustice est-ce que David a souffert d'avoir été séparé de ses grands-parents maternels, hein, de ses oncles et tantes, de ses cousines, et d'avoir été votre favori, madame. Hein. Parce que, d'une certaine manière, ça l'a séparé et de son père et de ses frères. Il n'a pas de complicité avec ses frères. Bon, ça, je ne l'ai pas dit en une seule fois, je donne simplement les grands thèmes. Hein. C'est de quelle injustice pensez-vous qu'il a souffert, hein. Par rapport à madame, j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'être victime de l'amour comme elle se dépeignait, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une injustice terrible d'être une victime de l'amour, hein. Bon. Et puis par rapport à monsieur, est-ce que ce n'est pas aussi le cas de Marco? Marco, c'était le mari, hein, qui n'arrive pas à consoler une femme qu'il aime, qui fait tout ce qu'il peut pour elle, il n'arrive pas à la consoler, elle est toujours aussi triste. Hein. Et puis, en pensant à la famille du mari, que j'ai jamais vu les familles d'origine, hein, est-ce que la famille de Marco, en acceptant Esther, c'est-à-dire la femme juive, hein, ils l'ont acceptée comme sa propre fille, ce qui était très généreux de leur part, ne condamnait pas la famille d'Esther en se substituant à elle. Vous voyez un peu le type de questionnement. Est-ce qu'on peut remplacer un père, une mère, des frères, des sœurs, des cousins, des tantes? Parce que la famille de Marco avait l'impression qu'elle était la deuxième famille d'Esther et était devenue sa vraie famille. Alors, ça prend du temps, hein, parce que c'était... L'idée, la thématique générale, c'était de relier, hein, les membres de cette famille par le thème de l'immigration et de ce que l'immigration peut avoir d'injuste, parce que c'est injuste d'être obligé de quitter son pays, soit pour des raisons politiques, parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité, soit pour des raisons économiques, ce qui était le cas des immigrés italiens. Hein. Est-ce que ce n'est pas une situation extrêmement injuste? Est-ce que par ailleurs on ne se sent pas aussi traître par rapport à son pays d'origine qu'on abandonne? Donc j'ai fait circuler les thèmes de l'injustice et de la trahison, en replaçant ça dans un contexte plus général qui regroupait les deux familles, parce que les deux sont des immigrés. Hein. Et petit à petit, David est devenu de plus en plus participant, parce que c'était un garçon très intelligent. Et vous savez ce qu'il a fait, David? Eh bien, dans sa classe, hein, il s'est débrouillé, hein, par l'intermédiaire de sa petite amie qu'il voyait toujours, mais il ne pouvait plus la voir chez elle. Hein, il la voyait en dehors. Il s'est fait indiquer... Hein, une des cousines de la famille maternelle, il est arrivé à rencontrer cette cousine de la famille maternelle, par l'intermédiaire de sa bien-aimée, quoi. J'allais dire sa copine, mais c'était un peu trivial par rapport à lui. Et donc, petit à petit, c'est lui qui a renoué des rapports avec la famille maternelle par l'intermédiaire de cette cousine. Alors ça, il l'a fait à l'insu de sa famille. Au début, il ne disait rien. Hein. Et puis, peu à peu... Hein, quand j'ai commencé à évoquer ce genre de choses en disant est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager une reprise de contact, parce que vous savez, dans la thérapie contextuelle, il y a d'abord le travail sur l'injustice et les injustices subies, et après il y a une deuxième phase beaucoup plus positive, on essaye d'explorer les ressources de la famille, où on va essayer de voir ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils sont capables d'envisager sur un plan, comment dire... je dirais, est-ce qu'ils sont capables d'envisager une nouvelle narration, quoi? Il y a des choses qui sont très proches. Hein. Donc, est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager une reprise de contact, hein? Est-ce que David ne serait pas, avec sa tentative de suicide, un bon moyen, une bonne occasion pour reprendre ce contact? C'est là qu'il a dit, ah ben oui, effectivement. Hein. D'ailleurs, j'ai rencontré une telle et une telle. Bon. Ça, c'est pour vous donner le climat général, hein. Alors, l'histoire n'a pas duré plus d'1 an, hein, parce que après, ça s'est débloqué assez vite par l'intermédiaire des enfants, hein, c'est-à-dire par l'intermédiaire de David, hein, de sa bien-aimée, je ne sais plus comment elle s'appelait déjà, hein, de la cousine, des filles, pas des filles d'Esther, des filles, des sœurs d'Esther, enfin disons les cousins et cousines, ont commencé à se rencontrer.
timidement, les 2 autres garçons ont commencé à être invités aussi. Hein. Les adultes, ça a été plus long. Hein. Les adultes, disons que Marco actuellement rencontre la famille d'Esther pour les grandes fêtes. Hein. Et inversement, il se revoit aux fêtes. Mais c'est sûr que ces familles-là ne seront jamais, comment dire, amies. Hein. Ils sont trop séparés par des traditions différentes. Mais l'essentiel, d'une certaine manière, c'était de sortir David et Esther hein, de cette espèce de conflit de loyauté où ils étaient en train, l'un et l'autre, d'y laisser leur peau. Hein. Parce que sa tentative de suicide avait été sérieuse. Hein. Il avait avalé les médicaments de sa mère, mais il en avait avalé beaucoup. Hein. Et je pense qu'il avait vraiment envie de se suicider parce qu'il n'avait plus d'issue. Parce que soit il abandonnait sa bien-aimée et il ne pouvait pas, soit il abandonnait sa mère, c'était les 2 amours de sa vie, entre les 2, il ne pouvait pas choisir. Il avait une solution, c'était d'abandonner la vie. Bon. J'ai envie de dire, non pas en résumé, mais compte tenu de ce que vient de nous dire Françoise, au fond, est-ce que toutes les histoires de trahison excluent-elles forcément de l'amour ? Hein ? Voilà ce que j'ai envie de dire, et aussi parce que je pense déjà à mon thème de l'année prochaine, où on abordera les questions de trahison, mais je trouve qu'effectivement, dans cette histoire-là, comment l'amour et la trahison peuvent se côtoyer, sachant que dans les familles, on sait bien qu'il y a beaucoup d'histoires de trahison. Merci Françoise. Jean-Michel, comme tu es limité par le temps, si tu veux aborder le... C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Donc moi aussi j'étais pris au dépourvu, mais je suis plein de ressources, comme Françoise. Et donc Bernard me dit, bref, quelque chose qui tourne autour de la maladie mentale. C'est vrai que je travaille en hôpital psychiatrique, et puis de l'amour qui peut être quelque chose qui fait mal dans la famille. Alors, j'ai réfléchi, et puis je lui ai proposé de parler un peu de l'emprise, parce que ça me paraît être un élément capital du côté de l'amour. Alors, je me suis dit que quand on voulait parler de l'amour en famille, il fallait savoir de quel amour on parlait. Parce que l'amour en famille, l'amour c'est un terme générique, c'est un terme global qui recouvre des réalités extrêmement différentes. Hein. Je dirais que quand on parle de l'amour, je dirais qu'on pourrait dire que vouloir parler de l'amour comme ça serait se risquer au reproche que Gilles Deleuze avait fait au nouveau philosophe, c'est-à-dire de travailler avec des gros concepts, l'amour, la liberté, des choses comme ça. Alors, il pensait que les choses étaient plus complexes et qu'on devait pouvoir les disséquer un peu. Et je crois que François Julien, déjà ce matin, vous a introduit à quelques différences au niveau de l'amour tel qu'il a pu être évoqué, en particulier chez les philosophes grecs. Alors, je vais revenir sur ces catégories pour vous les remettre un peu en esprit. Et donc, il y a 3 catégories d'amour qui sont d'une part Eros. On voit bien à quoi ça fait référence, à la sexualité, hein, Eros. Il y a Agapé, dont il a parlé, qui est l'amour oblatif, l'amour du prochain, l'amour chrétien. Et puis, il y a Philia. Philia, qui est l'amour, vous savez que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Philia, qui serait, qu'on pourrait peut-être traduire par amitié, encore que le terme ne serait pas très bon. Donc, qu'est-ce qui circule comme amour au sein de la famille ? Eros, vraisemblablement, mais normalement, Eros ne circule que dans la chambre à coucher des parents, et pas ailleurs. On sait très bien que les choses ne sont parfois pas limitées à ça, que les frontières sont parfois franchies. Philia, certainement, entre l'ensemble des membres de la famille, dans la fratrie. Eros est banni en raison du tabou de l'inceste, qui est général dans notre civilisation, et je pense dans beaucoup de civilisations, dans la majorité.
Et puis agapé, qui est peut-être l'amour oblatif des parents par rapport à leur progéniture et des enfants par rapport à leurs parents. Donc les trois sortes d'amour circulent, mais il y en a un qui est absolument réservé. L'amour réservé, c'est Eros. Eros est réservé aux parents et n'a pas lieu de se promener ailleurs. Et donc ça m'a évoqué une situation clinique qui m'a été présentée par des collègues qui souhaitaient que je rencontre la famille en entretien familial. Je crois que la famille le demandait d'ailleurs, elle aussi, parce qu'ils avaient quand même des choses assez lourdes sur le cœur et dans leur vie. Et donc il s'agit d'une jeune femme qui est âgée de 38 ans, qui a 2 ou 3 enfants, je ne sais plus bien. Elle a un compagnon et elle vient d'être hospitalisée. Elle travaille, elle a un métier, elle a une profession. Elle travaille, elle a un compagnon, elle s'entend bien jusque-là avec lui, et elle vient d'être hospitalisée quelques jours avant son mariage, parce qu'elle a été retrouvée plongée dans un état de confusion, de prostration, un état vraiment psychotique aigu, enfin un état de régressif, alors que tout allait bien et que le mariage était préparé, enfin tout était fait pour que le compagnon et elle régularisent leur situation, enfin régularisent, le mot peut-être un peu entaché de choses, mais enfin ça peut être présenté comme ça, quoi, par les parents, en tout cas. Enfin, officialise, on va dire officialise, le mot est peut-être plus juste. Les mots, c'est important d'aller au mot le plus juste, en général. Et donc, elle plonge dans un état de confusion, et donc, elle est hospitalisée. La mère, essentiellement, c'est elle qui va demander à ce qu'on va voir quelqu'un en famille. Bon, donc, du coup, je les reçois. Et selon ma très mauvaise habitude, je reçois la famille, l'interne me dit, je lui dis, mais il me dit, vous voulez savoir des choses sur cette famille? Je dis, non, moi j'en sais, mieux je me porte, c'est-à-dire que je préfère ne pas avoir l'esprit formaté par des discours qui viennent auparavant. Alors je dis que c'est une mauvaise habitude parce que dans cette situation-là, ça a été pour moi un moment douloureux. Parce que, bon, il y a monsieur, madame, la fille qui est là, donc la fille qui a 38 ans, je vous le rappelle, qui parle pas beaucoup, qui dit pas grand-chose, qui est là encore prostrée, encore pas très en forme, visiblement. Et le monsieur est assis en face de moi, c'est un ancien camionneur, il a une cabine avancée toujours, les jambes bien écartées. Et la fille est à côté de moi, la mère en face. Quel est le problème? C'est que c'est ma maraude, je me demande toujours quel est le problème. Le point clé. La fille, je m'étais tourné vers elle, puisque c'est elle la patiente désignée, donc pour essayer d'avoir des informations, je me heurte à du silence. La maman insiste, mais dis donc, il faut parler, puisqu'on est là pour ça, il faut dire ce qu'il en est. Elle a beaucoup de choses à nous reprocher. On sait bien que les enfants ont beaucoup de choses à reprocher à leurs parents, mais de quoi s'agit-il? Ça, c'est tout à fait mystérieux. Donc je dis, mais qu'est-ce qu'elle a à vous reprocher? Et à ce moment-là, le père qui est en face de moi, et c'est là que le choc m'arrive en pleine figure, le père qui est en face de moi me dit, bon, bah écoutez, ça va comme ça, j'étais en arrêt de travail parce que j'étais malade, je sais pas ce qu'il avait eu comme pathologie, peut-être c'était cassé une jambe, puis il était en convalescence, la jambe était remise. Ma fille avait 17 ans, elle est revenue de l'école, il me montre son entrejambe, il me dit, elle m'est sautée là, et j'ai continué. Alors, vous imaginez le thérapeute dans cette situation-là. Heureusement, il a un siège confortable, il s'enfonce dans son siège et puis il va commencer à travailler avec cette famille. Et ce qui va surgir au cours de cette thérapie essentiellement, marquée par un début assez brutal, ce qui va surgir, c'est que dans le fond, la fille va finir par aller mieux. Il est évident, elle va replonger à un moment donné. Son compagnon va finir par se séparer d'elle, elle va aller vivre ailleurs, et là sera de façon tout à fait claire perçue que elle est visiblement et très sincèrement sous l'emprise du père. C'est-à-dire que c'est le père qui dicte sa parole, c'est le père qui dicte son comportement, elle est avec lui. Et l'interprétation qui avait été faite, c'est que au moment du mariage, enfin c'est pas mon interprétation, mais c'est une lecture qui avait été faite à ce moment-là entre les professionnels, qui n'a pas été transmise à la famille, mais qui était une lecture qui circulait et qui était qu'au moment du mariage, vous savez que le père doit conduire sa fille à l'autel.
Et là, il y a eu un télescopage qui s'est produit entre l'hôtel, là où il y a la cérémonie, le curé, etc., et puis l'hôtel HOTEL, où il peut se passer des choses tout à fait particulières, et que dans cette collusion entre les deux termes, la confusion s'est installée justement dans la tête de cette fille. Alors l'emprise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'emprise? On peut se poser des questions. Alors je la traite de façon diadique de certaine manière, mais j'aurais pu introduire aussi un triangle dans cette histoire, parce que la mère n'était pas, je dirais, anodine dans cette situation-là. Elle n'a appris ce qui s'est passé qu'à propos de cette confusion mentale, parce que les choses sont restées secrètes pendant très longtemps. Et elle m'avait dit en séance, si je l'avais su à l'époque, ça ne serait pas passé comme ça. À l'époque. Pourquoi maintenant ça change tout? Les choses sont donc, je me dis que si elle peut continuer à accepter qu'il y a eu cette histoire de transgression du tabou de l'inceste dans cette famille et continuer à vivre avec cet homme dont le comportement était quand même tout à fait, j'allais dire odieux, mais oui, particulièrement en tout cas, une façon de se comporter qui m'insupportait assez. Le contre-transfert n'était pas très positif avec lui, ce qui n'a pas facilité la thérapie, mais mes vieux préjugés sont arrivés là. Même si j'évite de juger quand même, les préjugés sont arrivés. Alors, cette histoire d'emprise, c'est quoi? La question, si vous voulez, la question de l'amour, qu'est-ce que l'amour, a été posée à Jacques Derrida. Jacques Derrida, dont je vous ai évoqué le nom hier matin, qui est donc ce philosophe de la déconstruction. Et ce philosophe, Derrida a répondu, mais moi, il faut pas me poser la question comme ça, parce que si on me pose la question de l'amour, je sais pas quoi répondre. Soit j'ai la tête vide, soit il me vient des banalités. Alors posez-moi d'autres questions. L'intervieweur est en difficulté pour lui poser des questions, et donc il reprend les choses en disant, finalement, on pourrait reprendre ça sous l'angle de quoi ou qui. Est-ce que c'est l'amour de quelqu'un ou est-ce que c'est l'amour de quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que je t'aime toi pour ce que tu es comme personne, ou est-ce que je t'aime toi pour tes qualités? C'est-à-dire non pas pour qui tu es, mais pour les qualités que tu possèdes. Donc en tant que sujet, non pas en tant que sujet, mais en tant que possédant un certain nombre de qualités. Et il dit que cette question de l'amour renvoie obligatoirement à la question de l'être. Est-ce qu'on est quelqu'un, ou est-ce qu'on est quelqu'un est-ce qu'on a quelques qualités qui nous caractérisent, est-ce qu'on est caractérisé par nos qualités? Je crois que dans la question de l'emprise qui s'est produite, c'est que l'autre n'est pas quelqu'un, mais il est quelque chose. Il est quelque chose réduit à des qualités particulières, il est réifié, il est perçu comme un objet manipulable, et que donc vouloir traiter cette question de l'amour dans la famille suppose effectivement de ramener un certain nombre de modèles de fonctionnement qui paraissent avoir fonctionné pendant des années et qui fonctionnent encore actuellement, c'est-à-dire qu'effectivement le tabou de l'inceste est à prohiber. La seule chose que j'ai dû dire à monsieur, c'est de toute façon, moi je vous juge pas, mais vous devez savoir qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et puis, dans la thérapie, reprendre les choses sur le plan individuel avec la patiente, c'est ce qui a été fait, pour lui permettre d'accéder à un statut de sujet, c'est-à-dire de ne plus être l'objet, et donc de pouvoir arriver à casser ce lien pervers, oui, le mot ne me fait pas peur, ce lien pervers entre elle et son père, lien dans lequel je ne la vois pas uniquement comme une victime. Bien évidemment, c'est pas une simple victime de l'emprise que son père avait sur elle, parce que je vous l'ai dit, on introduit aussi la mère dans cette histoire, et on a une lecture triangulaire obligatoirement des choses, et on a aussi l'idée qu'elle a une participation active dans le phénomène et dans le processus. C'est-à-dire que nous avons certainement en nous-mêmes tendance parfois à nous considérer comme des objets. Il ne faut pas faire de mauvaises rencontres. On a tendance, je pense, à se voir comme un objet, dans la mesure où il est très difficile de parler de soi en tant que sujet, d'adopter la position « je » qui permet de parler de soi en tant que sujet. Si on commence à se détacher de soi pour s'examiner, obligatoirement on s'objective. Et si on s'objective, on a ce risque de devenir objet et donc de quitter la position « je » qui va nous permettre d'éviter de nous trouver dans des situations dans lesquelles d'autres s'empareront de cette façon de nous voir nous-mêmes. Donc retrouver une identité qui soit une identité plus positive et qui ne soit pas une identité
négative, parce que l'identité d'objet est une identité essentiellement négative. Voilà ce que j'aurais à dire comme ça brièvement sur cette question d'emprise à partir de ce cas clinique. En clair, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, l'amour qui fait mal, c'est l'amour qui transforme les êtres aimés en objets? Je pense que c'est ça. Grâce à ta demande d'hier, je me suis posé cette question, et c'est en réfléchissant à ça et en revoyant en reprenant dans ma tête l'interview de Derrida, que je me suis dit effectivement, c'est bien ça. L'amour qui fait mal, c'est l'amour qui fait de l'autre un objet, qui empêche l'autre d'accéder au statut de sujet. Mais pour accéder au statut de sujet, il faut soi-même se percevoir comme un sujet. C'est-à-dire qu'il faut déjà être sujet pour avoir une relation de sujet à sujet. Mais je suis d'accord, c'est ça, oui. Merci Jean-Michel. Bien, je passe la parole à Nicole Prieur. Oui, alors effectivement, quand on a dû rebondir un petit peu sur cette proposition de Bernard, moi, il m'est apparu que finalement, dans la relation familiale, une des relations qui fait très mal et dont l'amour n'est pas facile à instituer, c'est vraiment la relation à l'intérieur de la fratrie. On a vu un petit exemple ici où on voit un petit peu les jeux à l'intérieur de la fratrie, et je me suis dit finalement, la fratrie, c'est vraiment un lieu d'ailleurs où on peut se poser la question. Je me pose toujours la question quand je reçois des petits patients et je leur pose la question, est-ce qu'on est obligé d'aimer son frère ou sa sœur? C'est vraiment aussi une question. Et pourquoi l'amour dans le fraternel est un amour qui fait mal, qui est vache et qui est difficile à mettre en place? Je pense que là, il y a une longue histoire, et puisqu'on en est tous un petit peu à la narration de certaines histoires qu'on a pu croiser dans notre métier, moi je ne vais pas raconter une histoire de mon métier, je vais raconter, alors non pas une histoire juive parce qu'elle est universelle, mais je vais reprendre un petit peu l'histoire de Caïn et Abel, parce qu'il me semble que là, j'en mesure, quand je reçois les petits-enfants, surtout j'ai envie de dire, je mesure la présence encore très aiguë du fantasme fratricide dans toutes les relations fraternelles que je reçois au sein de mon cabinet. Et j'ai envie de dire, ce fantasme-là qui arrive à être jugulé, à être un petit peu contenu par ce que j'ai appelé le surmoi fraternel, il arrive à être contenu pendant une grande partie de l'enfance, mais au moment où les parents soit ils deviennent malades en vieillissant, soit ils meurent, à ce moment-là, ce surmoi fraternel qui est arrivé à contenir ce fantasme un petit peu fratricide explose. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire du Caïn et de Abel? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aimer son frère? Comment on peut passer de ce fantasme-là, qui est donc tellement actuel, et qui s'exprime, moi, dans les thérapies d'enfants, qui s'exprime par « mais qu'est-ce que c'est que ce père ou cette mère qui sont rentrés avec une petite chose qui braillait dans les bras? Pourquoi ils l'ont pas laissé là où il était venu à la clinique, etc. » Donc, je veux dire, il y a un étonnement négatif de la part de l'aîné devant cette arrivée du petit frère. Et si on veut reprendre un petit peu Abel et Caïn, que vous connaissez évidemment, mais je voudrais juste reprendre deux ou trois éléments, c'est qu'en fait, Abel et Caïn ont envie d'offrir à Dieu ils font une offrande, et Dieu, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas toujours ses choix, on ne comprend pas toujours ses attitudes, hein, il n'est pas seulement un être rationnel, en tous les cas, va choisir le cadeau de l'un et l'offrande de l'un, et finalement, d'une façon très arbitraire, ne va pas accepter celle de l'autre. Et Caïn, et c'est là où c'est intéressant de noter, c'est pas seulement cette histoire-là qui est intéressante, c'est que les premières expressions de la souffrance dans l'Ancien Testament viennent à ce moment-là. Au moment où un des frères est dépité, la souffrance humaine commence avec ce sentiment que l'autre a été désigné comme peut-être préféré, que l'autre, on a accepté le don de l'autre, et que nous, on se sent en fait complètement balayé, sans dignité, sans importance, etc. La première expression de la souffrance humaine ne vient pas quand Ève et Adam sont sortis et sont jetés hors du paradis, ils se découvrent comme nus, il y a d'autres processus qui se mettent en place, mais là, il y a une expression de la souffrance très forte. Et cette expression de la souffrance, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Caïn essaye de la partager avec son frère. Dans un passage qui est extrêmement court, Caïn dit appelle son frère.
Et là, le passage très court est le suivant. Caïn appelle son frère, silence, il se jette sur lui et le tue. C'est-à-dire que le frère, et c'est là où la difficulté de passer du fraternel à la fraternité est grand, le frère, Abel, n'a pas entendu la détresse, la souffrance de l'autre frère. Donc, évidemment, explosion de violence et nécessité, enfin, finalement. Et pour Caïn, il n'y avait pas d'autre issue que de tuer ce frère. L'autre niveau intéressant, c'est que, alors je ne sais jamais quel est le berger, quel est l'agriculteur, etc. Mais en tous les cas, Caïn a fait son affaire, il a tué son frère et il retourne à ses occupations premières. Là, Dieu, qui fait un peu semblant de rien avoir vu, lui dit mais qu'as-tu fait de ton frère? Là, la fameuse question et la fameuse réponse. À ce moment-là, il répond suis-je le gardien de mon frère? Et il n'avait pas compris, il n'avait pas fait la différence entre un frère vivant et un frère mort. C'est ça que ça veut dire finalement. Et il aura fallu que, à ce moment-là, Dieu lui dit, quelque part comme ça, puisque tu ne fais pas la différence entre un frère mort et un frère vivant, et il lui dit quelque chose de « mais tu n'entends pas son cri de sous la terre », à ce moment-là, Dieu le punit et lui dit « tu seras marqué de quelque chose », etc. Et ce n'est qu'au moment où il y a cette punition, donc cette loi de Dieu qui est posée comme maintenant il est interdit de tuer son frère, la parole finalement que j'appelle moi le surmoi fraternel, le tu ne tueras pas, ni psychiquement ni physiquement à travers des paroles difficiles envers l'autre. À partir de ce moment-là, Caïn va se rendre compte de la violence de son geste, de l'ignominie de son geste. Et à ce moment-là, il dit finalement, mais comment je vais pouvoir circuler sur Terre puisque tout le monde va me reconnaître comme un assassin, comme un fratricide, et on va m'attaquer, on va m'agresser, etc. Dieu dit non. Maintenant que j'arrange l'histoire à ma façon évidemment. Dieu dit maintenant que tu as reconnu ta faute, tu seras protégé. Et effectivement, la dynastie finalement qui est issue de Caïn sera une dynastie vachement intéressante d'artistes, de musiciens, etc. Alors tout ça pour dire que cette dynamique-là, d'abord son frère, on le hait. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de, c'est clair, c'est net, son frère, sa sœur est un gêneur. Et non seulement il est un gêneur, mais il brise un petit peu l'image parentale des parents qui étaient là censés nous aimer, etc. Parce qu'au moment où la fratrie génère plus que de l'ambivalence au départ, ce fantasme fratricide que l'on va s'amuser à juguler, à contenir, à refouler le mieux possible, mais d'abord c'est un gêneur parce que, comme on a vu que le regard des parents est vachement important, à partir du moment où il y a l'arrivée d'un second pour l'aîné, il y a une perte de ce soutien du regard. Le regard, il y a du côté du frère aîné, c'est-à-dire que la fratrie se constitue du côté du frère aîné dans une perte et du frère cadet dans un manque. Le frère aîné va perdre ce regard si important de la part des parents, il n'est plus au centre, il va falloir qu'il partage, c'est le grand mot qui n'est pas facile à accepter, qui est vraiment le grand passage du fraternel à la fraternité. Et donc, il faudra qu'il partage, mais il aura déjà perdu. Le partage est toujours un départage. Le partage, aussi le lien fraternel, c'est un lien dans lequel on fait l'expérience de la dépossession. Partager un gâteau, c'est donner une part à l'autre, donc on se dépossède et on se décentre de ses propres besoins. Donc du côté de l'aîné, il y a une perte. Et du côté du cadet, ce n'est pas rigolo parce que l'aîné est toujours présenté comme le modèle à suivre. L'aîné, c'est celui qui a connu la vie avec les parents seuls. Et du côté du cadet, donc, il lui manquera toujours 2-3 années. Il saura lire un peu plus lentement après l'aîné. Il aura le droit de regarder la télévision plus tard que l'aîné puisqu'il lui manquera 2 ou 3 ans. Donc, le cadet vit sur une question de manque, alors que l'aîné se construit sur une question de perte. Donc, ces deux articulations font que, tout au long de la fratrie,
Qu'est-ce que vont faire des frères? Ils vont essayer de dépasser cela à un moment donné, sous la grande culpabilité des parents qui ont envie vraiment de faire en sorte que leurs enfants, ils ont envie de faire en sorte que d'aimer leurs enfants de la même manière, ce qui est complètement impossible. Donc ça, c'est un autre problème. Mais les enfants vont essayer de réussir à s'entendre, hein, chose qui n'avait pas pu être faite entre Abel et Caïn, à partager aussi le sol. Et l'exploitation du sol. Donc ça va être des actions qui vont finalement aider à construire, à constituer la fraternité, donc le partage et la complicité. Mais d'abord, il y a des comptes inévitables, des comptes incessants. On les connaît tous en tant que parents, en tant que thérapeute. C'est toujours lui qui a le blanc de poulet, c'est toujours lui qui a 3 bonbons et pas moi. Donc le lien fraternel est un lien ambivalent pour le moins, mais en tous les cas basé sur ces comptes incessants, sur des contentieux. Et encore une fois, ce qui m'épate, moi, quand je travaille avec les adultes, c'est de voir à quel point cette souffrance de l'enfance basée à cause du lien fraternel sur un manque ou sur une perte, cette souffrance de l'enfance continue longtemps à exister au fond de chaque individu, et comment, à certains moments de l'existence, ça ressort, et finalement, on rééprouve à 30, 40, 50 ans, 60 ans quelquefois, ces manques et ces pertes de façon aussi aiguë quelquefois qu'au départ, si évidemment on les a pas élaborés, on les a pas pensés. Donc voilà, c'était juste pour dire que dans les relations fraternelles, dans les relations familiales, cet aspect-là me semble aussi un aspect extrêmement ambigu, ambivalent, je ne sais pas, mais il n'est pas facile d'aimer son frère, même si on l'apprécie et même si il est important de le respecter. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut dire que, effectivement, les parents ne doivent pas forcer les enfants à s'aimer? On va voir. Bien. Serge, veux-tu prendre la parole? Bon, en tous les cas, merci. Là aussi, j'improvise et je vais essayer de rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire les questions de trahison, les questions d'emprise, les questions de rivalité et de jalousie fraternelle. L'emprise, tu disais, Jean-Michel, c'est quand on transforme l'autre en objet. Mais je crois qu'il y a par essence dans l'amour quelque chose qui se rapproche plus ou moins de l'emprise. C'est-à-dire que il y a justement dans l'inquiétude amoureuse quelque chose qui fait transformer l'autre en objet pour pouvoir se l'approprier et surtout pour éviter le risque et la souffrance de la perte et de la séparation. Moi, je reviens à mon nourrisson toujours. Je fais toujours référence au nourrisson pour comprendre ce qui se passe dans la tête des adultes. Le nourrisson, il essaye de s'approprier sa mère, voilà. C'est-à-dire que quand elle part, il connaît la détresse et l'angoisse du manque, et encore une fois, pour se l'approprier, il la recrée. Il la recrée à l'intérieur de lui jusqu'à ce que quelque chose soit stabilisé. Quand quelque chose est stabilisé, ça veut dire que il y a quelque chose de l'attachement qui passe de l'insécurité à la sécurité. Si on y réfléchit, c'est quoi cet attachement sécure? Eh ben, c'est quand le nourrisson et son parent peuvent être dans la même pièce et que le nourrisson joue tranquillement avec ses jouets, le parent il lit son bouquin, et puis à un moment le parent sort de la pièce, on le sait, et que le nourrisson regarde le parent qui sort et retourne à son jouet et continue à jouer. Qu'est-ce qui se joue là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, à mon avis, d'un sentiment d'appartenance commune, d'intimité, encore une fois, pour reprendre le terme que Julien a longuement développé ce matin, d'intimité suffisante qui s'est mis en place. Autrement dit, le lien survit à l'expérience de la séparation. L'angoisse de l'amour, et qui se traduit par l'emprise, c'est toujours la peur que le lien ne survive pas à cette expérience de la séparation. Pour que le lien survive à cette séparation, il faut que le sentiment d'appartenance à un groupe soit suffisamment fort, c'est-à-dire que cette peau groupale, cette peau commune dont je parlais tout à l'heure à la suite d'Anzieux, elle soit une enveloppe suffisamment protectrice pour la famille, pour que tous ces protagonistes puissent être ensemble ou pas ensemble,
se séparer, se retrouver, mais en étant toujours animé par ce sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui fonde ce sentiment d'appartenance et qu'est-ce qui déchire ce sentiment d'appartenance? François, tu parlais des expériences de la trahison, comme étant justement celles qui vont à l'encontre, me semble-t-il, de cette appartenance commune. Mais ce qui va donc fonder ce sentiment d'appartenance, c'est, me semble-t-il, le contraire de la trahison, c'est-à-dire la loyauté, qui est exactement le sentiment qui agite le plus les adolescents au moment de l'adolescence. C'est comment continuer à rester loyal à ma famille tout en vivant cette expérience de la séparation comme étant une séparation nécessaire à mon autonomie. Je crois que dans la famille qu'on a vue tout à l'heure, on voit comment cette loyauté peut emprunter des chemins très paradoxaux pour pouvoir s'exprimer. Autrement dit, cette adolescente qui se scarifie, qui se drogue, qui devient très violente, qui tape sa mère, etc., qui exprime, qui secoue la tranquillité et l'appartenance familiale comme si elle était dans un processus de désaffiliation d'avec sa famille, est exactement dans le processus inverse. C'est-à-dire qu'elle est au contraire dans un processus d'affiliation où elle convoque son histoire et elle convoque tous les non-dits de son histoire pour qu'ils puissent s'agréger à nouveau dans ses appartenances. Alors tout ça me fait penser à une autre histoire où justement Bernard parlait tout à l'heure des questions d'adoption et comment se noue ce sentiment d'appartenance dans des situations d'adoption. À ma consultation d'adolescents, de familles adolescents à la Salpêtrière, où je travaille depuis 15 ans, on a énormément de familles d'enfants adoptés et d'enfants adoptés internationalement. Tous ces adolescents, en tout cas tous ceux qu'on rencontre, traversent l'adolescence avec une violence absolument inimaginable. C'est-à-dire que quand on parle de la violence adolescente, la violence de cette jeune fille qu'on vient de voir, c'est du bisounours à côté de ce que la plupart de ces adolescents adoptés font subir. C'est-à-dire qu'ils cassent la maison. Et quand je dis qu'ils cassent la maison, c'est pas une métaphore. Ils cassent les murs, ils cassent les portes, ils cassent les objets. Ils sont dans un état de révolte absolument énorme. Et donc, je rencontre une famille qui est dans ce contexte-là. Deux parents, deux frères, un garçon qui a à peu près 15 ou 16 ans à l'époque, qui a été adopté en Argentine, et un petit frère qui a 2 ou 3 ans de moins et qui, lui, a été adopté en Colombie. Le frère aîné, il est comme un Indien, comme un Apache. Enfin, les Apaches sont pas en Argentine. J'imagine qu'il y a d'autres tribus indiennes en Argentine. Il a la peau très brune, il a des cheveux très noirs, très épais, très longs, avec une queue de cheval. Il est absolument magnifique. Il est grand, il est très baraqué. Et ses deux parents sont deux petits personnages tout blancs et tout roux, avec des cheveux tout frisés et tout fins et tout menus. Et le deuxième frère, il est un peu entre les deux. Je dirais qu'il pourrait vraisemblablement être un enfant de ces parents-là, qui a quelque chose, je dirais, d'une empreinte corporelle qui a pu, à travers ses identifications, le faire ressembler un peu à ses parents. Mais l'autre, il est vraiment étranger physiquement à cette famille. Et d'ailleurs, ça se traduit par le fait que depuis qu'il est tout petit, tous ses copains, dès qu'il va à l'école et que ses parents l'accompagnent, lui disent « Mais qui c'est? T'es quoi? T'es adopté? C'est pas tes parents? C'est pas ta vraie famille? Elle est où? Et où sont tes vrais parents ?» Enfin bon, vous connaissez ces histoires par cœur qui activent bien évidemment les questions de loyauté chez ces enfants et ces adolescents très vivement. À quelle famille j'appartiens? Quel est mon groupe d'appartenance? Et à qui je vais être fidèle lorsque je grandis. Et donc, ces parents qui sont des bons parents, vraiment, enfin, qui font tout ce qu'ils peuvent pour aimer leurs enfants, pour que les enfants viennent, évidemment, comme beaucoup de parents qui adoptent, un peu combler les manques qui sont nés de leur stérilité, mais enfin pas trop, sans trop d'emprise. Je dirais le minimum syndical, sont tellement à bout qu'ils commencent à suggérer à leur fils, mais que peut-être ça lui ferait du bien s'ils pouvaient l'accompagner en Argentine. Ils savent l'orphelinat où ils l'ont trouvé. Ils disent que peut-être on pourrait retrouver les papiers des parents qui l'ont abandonné, que peut-être s'ils retissaient quelque chose de ce côté-là, ça pourrait l'aider. Et plus les parents suggèrent ce retour, plus l'adolescent est dans des états de fureur
absolument énorme. Et un jour, il se passe la chose suivante, c'est que Pedro part avec sa classe à Auschwitz. Ils font un voyage scolaire à Auschwitz. Vous savez, ça se fait pas mal dans les lycées et les collèges à l'heure actuelle. Donc il va à Auschwitz, il n'a pas envie d'y aller, il traîne, il est derrière, il grogne, enfin il se demande pourquoi il est là et que ça l'intéresse pas du tout. Et il se promène, et vous savez, à Auschwitz, il y a un endroit avec un mémorial où il y a des valises, et sur ces valises, il y a le nom des personnes qui ont été déportées et qui sont mortes en déportation. Donc il regarde ça du coin de l'œil, et tout à coup, son regard s'arrête sur une valise parce qu'il voit son nom qui est inscrit. Et qui est un nom, c'est pas Goldenberg ou Goldenstein, c'est-à-dire c'est un nom très particulier et très spécifique, qui est donc le nom que son père lui a transmis. Et là, il voit son nom et il s'effondre. Et il s'effondre en larmes. Et il rentre chez ses parents et il raconte cette histoire. Et à partir de là, tout commence à changer. À la fois dans la dynamique de la famille, dans la dynamique de la thérapie, bien évidemment, et dans l'histoire de cet adolescent. C'est-à-dire que, à partir du moment où, tout à coup, il s'est inscrit dans une filiation, mais dans une filiation incarnée, avec ce père-là, et avec l'histoire de ce père, et cette mère-là, bien sûr, mais avec l'histoire de ce père qu'il connaissait. Il savait que ses grands-parents avaient été déportés, il savait que la plupart de sa famille était morte en déportation, mais tout ça n'avait rien à voir avec lui. Tout à coup, ce moment-là a pu cristalliser chez lui le sentiment d'appartenance, qui n'est pas un sentiment intellectuel, mais qui est un sentiment charnel, c'est-à-dire qui est le fait qu'on se reconnaît comme appartenant à un groupe. Et c'est à la suite de cette histoire que Pedro a fait, l'année d'après, un voyage initiatique en Argentine, où il a retrouvé non seulement sa mère, mais son père biologique, des oncles, des tantes, des cousins, toute une famille. Il est revenu absolument transformé de cela, sans ayant l'idée que, du coup, il s'est trouvé une vraie famille et qu'il allait être adopté, réadopté, si je peux dire, par cette famille-là et vivre une autre vie. Pas du tout. C'est au contraire le fait d'avoir pu nouer ce contact avec sa famille biologique qui lui a permis de retisser encore plus fort son lien d'appartenance avec ses vrais parents, qui sont ceux qui l'ont, bien évidemment, adopté depuis la naissance. Autrement dit, où ne plus se mettre dans une situation de trahison entre une famille et une autre famille, mais se rendre compte que le sentiment d'appartenance, il pouvait englober la totalité de son histoire et la totalité de ses origines, et que l'espace de la thérapie pouvait permettre de re-raconter ces histoires et de les retisser pour qu'ils puissent se les approprier, eh bien, je dirais que c'est là où on est peut-être dans ce que devrait être l'amour dans toutes les familles, c'est-à-dire justement ne pas être dans l'appropriation de l'autre, tel que l'amour nous y conduit beaucoup, mais être dans ce partage d'intimité où on est toujours dans le nous et jamais dans le je, et que c'est à partir du nous qu'on peut raconter et re-raconter ensemble une histoire.